Un peu provocatif en disant qu'une bonne évaluation ne devrait plaire à personne. Parce qu'elle doit comprendre des éléments qui appuient, confortent les résultats de l'action menée. Mais d'un autre côté, cette évaluation doit aussi mettre en évidence ce qui est à améliorer, ce qui peut être des points faibles qui sont à modifier. Tout cela devrait reposer sur des évidences qui sont reconnaissables par tout le monde, de quelque côté qu'il soit. Et tout cela, en fait, va dans le sens de la crédibilité. La première, c'est la qualité du travail d'évaluation, donc la professionnalisation des acteurs de l'évaluation, tant du côté des fournisseurs que des récepteurs. Le deuxième point, c'est la qualité des liens interpersonnels à l'intérieur de la dynamique d'évaluation, parce que l'évaluation, c'est une activité humaine, c'est donc une activité interpersonnelle. Troisièmement, l'identification d'intermédiaires crédibles entre les producteurs d'informations, les évaluateurs, les évaluatrices, et les consommateurs d'évaluation, parce qu'il n'y a pas toujours un lien direct, étroit entre l'un et l'autre, mais en conséquence, il faut qu'il y ait ce lien de confiance qui soit établi par un intermédiaire crédible. Quatrièmement, il faut que les résultats d'évaluation soient accessibles à l'auditoire pour lesquels ils sont créés, ce qui veut dire adapter le contenu à l'auditoire visé. Et dernièrement, à mon sens, le plus important, c'est l'existence d'un environnement favorable qui prend la forme d'une gestion axée sur les résultats. Personnellement, je préfère dire d'une gestion axée sur les effets et d'une culture administrative d'innovation. Une culture administrative qui permet, qui valorise à la limite l'erreur. Mais qui va s'assurer d'écouter aussi bien ceux qui ont été impliqués que ceux qui étaient supposés bénéficier de cette action. Les parties prenantes, je le répète, il serait vraiment utile dans l'évaluation s'ils amènent l'information. L'évaluation ne peut pas se réaliser sans cette information. Et là, il y a un souci de transparence également qui vient au-dessus de tout ça pour que réellement l'information permettre de mener une évaluation de qualité. Moi, je pense que la participation n'est pas seulement la participation à les travaux de recherche elles-mêmes, mais aussi la participation, ça se fait par une restitution des résultats de l'évaluation que je pense on doit communiquer aussi à tous les participants à l'évaluation, bien sûr avec des formes et des outils différents, mais c'est important qu'on ne demande pas seulement, par exemple, aux bénéficiaires de répondre à des questions, mais qu'on fasse un retour sur les résultats de l'évaluation. Vraiment pour rendre la participation pas seulement un exercice unidirectionnel, mais bidirectionnel avec un retour d'information vers tous les participants, tous les parties prenantes à une évaluation. Les parties prenantes, généralement, comme on le dit, les parties prenantes, c'est en fait un thème savant, mais en fait, les parties prenantes, comme j'ai dit, c'est les personnes qui sont concernées directement par l'activité, bien par le programme, ou ceux qui sont, n'est-ce pas, influencés par le programme. Par exemple, les parties prenantes seront les élèves, les enseignants, ceux qui sont concernés directement, mais aussi les parties prenantes, je dirais, indirectes, c'est tout le ministère de l'Éducation nationale, et même également aussi les parents qui ne sont pas des élèves, mais qui, disons, bénéficient de la présence de l'école dans la région ou bien dans la zone d'exécution du projet. Donc,
c'est un peu ces éléments que je voudrais apporter sur les parties prenantes et surtout vraiment l'importance de conduire des évaluations à distance. Merci. Merci Samuel. Demandons maintenant à Benoît de clôturer cette question sur l'évaluation à distance. Benoît, à toi. Je serai bref parce que Samuel a déjà donné les points les plus importants. Je dirais simplement que l'évaluation à distance, nous en avons fait l'expérience en 2020 à grande échelle. Et malheureusement, nous avons appris que oui, on peut économiser sur certains frais, mais que cette économie vient au coût de l'exclusion de certaines personnes qu'il est difficile de rejoindre par des moyens électroniques et au coût de la perte d'informations sur certaines valeurs et sur certains critères de valorisation qui sont portés par des personnes et des groupes qui sont moins aisément rejoignables de cette façon-là. Donc, il y a peut-être un certain gain ou une certaine économie, mais il y a, à mon sens, une perte encore plus grande à travailler à distance. J'ai beaucoup apprécié quand vous aviez associé le verbe évaluer à apprendre et réfléchir, et ensuite investir. Et les deux dernières interventions des panélistes en présentiel m'ont vraiment interpellé en distinguant l'auto-évaluation de l'évaluation externe, objective, indépendante, transparente, légitime, crédible. Et puis, il y a aussi donc les mesures à prendre après les résultats d'évaluation, en séparant, par exemple, pour le cas de l'UNICEF, le plan de riposte du résultat de l'évaluation. Donc, ma question pour le cas de Madagascar, est-ce que vous estimez que dans cette promotion de la culture d'évaluation, il y a est-ce qu'il n'y aurait pas une insuffisance de valorisation des organes externes, justement pour avoir ce regard objectif, transparent, indépendant et tout le reste? Je me réfère à la Cour des comptes. Merci. Je trouve que l'indépendance de l'évaluation est clé. Et si on regarde par exemple le principe des Nations Unies pour l'évaluation, cette indépendance et externalité de l'évaluation est vraiment fondamentale pour assurer une bonne qualité des résultats de l'évaluation, mais pas seulement une bonne qualité, aussi une bonne utilisation et crédibilité des résultats. L'auto-évaluation est importante et je pense que chaque institution devrait avoir des mécanismes, des revues internes, des plans de travail, des actions mises en œuvre, etc. Mais après, voilà, c'est important d'identifier qui, dans le cadre de chaque institution, est mieux placé, plus indépendant pour gérer des processus d'évaluation et donc faire en sorte que l'évaluation reste quand même une fonction indépendante par rapport à la fonction de gestion des programmes, des projets et des politiques, mais une fonction qui parle avec aussi les personnes qui prennent ces décisions. Et aussi, je pense, c'est important que qui détienne la fonction d'évaluation a aussi les moyens pour, bien sûr, commissionner des évaluations indépendantes. Ça ne veut pas dire que les évaluations doivent être faites par l'institution elle-même, mais il faut que l'institution ait les ressources, par exemple, pour contracter des cabinets externes qui peuvent mettre à disposition des évaluateurs professionnels pour conduire l'évaluation. Benoît, qu'est-ce que tu en penses, Benoît, de cette externalité de l'évaluation?
C'est un sujet délicat, mais à la fois, mais aussi traditionnel. Enfin, j'ai 35 ans de cheminement en évaluation et on parle d'indépendance depuis ma tendre enfance. Oui, on associe le mot indépendance au mot évaluation, le mot externe au mot évaluation, mais il existe toute une tradition d'évaluation interne, indépendante. J'aime pas beaucoup le mot indépendant. Dégagé, neutre, il y a toutes sortes d'autres mots qu'on peut utiliser pour remplacer le mot indépendant parce que ce n'est pas une indépendance détachée, c'est une indépendance engagée. Historiquement, une critique qui a été faite des évaluations menées par des universitaires, c'était que les universitaires imposaient leur point de vue théorique sur des évaluations sans tenir compte des besoins des gestionnaires, des besoins tangibles des gestionnaires. On critiquait ces évaluations parce qu'elles étaient trop éloignées des besoins des récepteurs d'information. Donc, indépendance, oui, mais indépendance connectée, indépendance engagée avec les gestionnaires, avec les parties prenantes, pour reprendre ce terme-là, avec la société civile, pour être à même de refléter les soucis et les valeurs de ces différents acteurs. J'en arrive à la dernière question et je reviens au cas de Madagascar. À votre avis, je sais bien que Benoît et Samuel sont au niveau international, mais j'aimerais quand même savoir, selon votre connaissance de Madagascar ou d'un pays similaire comme Madagascar en niveau de pauvreté, quels sont les domaines de plus grande priorité pour le pays où la capitalisation de l'évaluation est cruciale pour le développement? Question très importante pour essayer de guider aussi quand même les exercices d'évaluation dans ce pays. Erika, tu peux commencer s'il te plaît? Bien sûr. De manière générale, je dirais les programmes de développement du capital humain sont clés. Par exemple, je pense à la domaine de la santé, de la nutrition, des vaccinations. On a parlé de ça tout à l'heure avec Soulouf, de l'éducation et de la protection sociale. Je pense que ces domaines-là sont vraiment très importants pour le développement du pays. Et donc, je crois aussi qu'il faut planifier de manière stratégique des évaluations pour voir comment on peut améliorer ces programmes, ces politiques pour atteindre des résultats pour la population malgache. Merci Erika. Soulouf? Oui, en ligne avec les commentaires que j'ai faits, par exemple sur les épidémies, je considère que l'évaluation devrait nous aider aussi à mieux gérer toutes ces catastrophes qui se succèdent, qui sont en fait prévisibles dans le pays. Nous avons régulièrement des cyclones, nous avons régulièrement la sécheresse, nous avons des épidémies. Les évaluations devraient nous permettre d'être un peu plus préparés, de prendre des mesures de prévention et en tout cas avoir une réponse qui d'une certaine manière, adoucisse l'impact de ces chocs sur notre développement. C'est vraiment quelque chose qui, si on regarde les indicateurs du développement, ils sont impactés par ces catastrophes qui se succèdent, qui se multiplient et sur lesquelles nous avons vraiment des problèmes de résilience qui nous empêchent d'arriver là où on veut arriver dans le temps voulu. Je sais que nous avons des bureaux qui sont consacrés exclusivement à la gestion des catastrophes, mais il serait peut-être utile que dans l'organisation de nos interventions, que ce soit dans le domaine social ou dans le domaine économique,
on tienne compte de cette dimension risque de catastrophe et arriver, avec les évaluations, arriver à être prêt à en atténuer l'effet sur notre processus de développement. C'est un peu le point que je voulais faire. Ces mécanismes d'évaluation existent avec les intervenants externes. Je rejoins peut-être sur le point précédent, c'est que il y aura toujours une certaine réticence peut-être à prendre en compte des évaluations qui viennent vraiment de l'extérieur. Et c'est là l'idée que ça renforce la nécessité d'avoir sa propre politique et d'institutionnaliser l'évaluation dans nos mécanismes normaux. Très intéressant comme réflexion, Soulouf. Samuel, je sais bien que tu n'as jamais mis les pieds à Madagascar, mais je sais que tu as travaillé dans pas mal de pays qui sont presque similaires au niveau de Madagascar. Quel serait, à ton avis, un ou des domaines de priorité en matière d'évaluation? Ok, merci beaucoup, Bali. Effectivement, je connais le pays à distance, mais j'ai eu au moins l'opportunité de séjourner un long moment au Japon, qui est également aussi un pays, je dirais, entouré également aussi des eaux comme Madagascar. Et de l'actualité que nous recevons, n'est-ce pas, du pays, les deux secteurs prioritaires que nous voyons, c'est d'abord le secteur de la santé. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, avec la COVID, un espoir est venu, n'est-ce pas, de Madagascar. Et nous, cet espoir-là doit pouvoir, disons, être consolidé et puis être mieux affirmé. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il est important de pouvoir apprécier la mise en œuvre de toutes ces réponses à la COVID, notamment en mettant en place un médicament bio-organique. Toutes ces initiatives doivent pouvoir vraiment faire l'objet d'une évaluation afin de pouvoir mieux apprendre et puis pourquoi pas avoir aussi un médicament africain certifié qui puisse réellement contribuer à la lutte contre la pandémie. Aujourd'hui, avec la pandémie, pour nombreux pays, c'était vraiment l'arrêt de l'école, l'arrêt, n'est-ce pas, des échanges internationaux avec la fermeture des aéroports, mais c'est également aussi une perte considérable, n'est-ce pas, d'emploi. Et pour nous, ce domaine doit pouvoir faire l'objet, n'est-ce pas, d'une attention particulière. Le second domaine, comme je l'ai dit, pour avoir, n'est-ce pas, vécu au Japon pendant un long moment, c'est le domaine, n'est-ce pas, du tourisme. Parce que le tourisme également aussi apporte à la pointe du thé des revenus substantiels. Mon problème avec cette question-là, c'est qu'on peut justifier des priorités dans n'importe quel domaine. L'éducation, c'est important, la santé, c'est extrêmement important, l'environnement physique, c'est important, les infrastructures humaines comme physiques, c'est important. Quelque part, tout a trait au développement. Donc, choisir des cibles, c'est extrêmement difficile et c'est peut-être contre-productif. Je vais revenir sur un message que j'ai lancé plus tôt. Pour moi, le plus important, la priorité, ça doit être la création d'un environnement favorable à l'évaluation. Ça veut dire la création d'une culture d'apprentissage, si elle n'existe pas déjà, la création d'une culture d'innovation et l'attention à la gestion des effets, la valorisation de la gestion des effets plutôt que la valorisation de la gestion des ressources ou des produits. Donc, si le travail des gestionnaires à produire des effets désirables et valorisés, l'évaluation fera normalement partie des outils qui seront en demande par l'administration publique.